Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de PUMS, l'émission de santé. Alors ce numéro, il est consacré à 4 questions et surtout à leurs réponses. Des réponses qui vont changer, vous allez le voir, une partie de votre vie quotidienne. Avec Clémence Pelletier, on saura d'abord s'il faut craindre certains produits cosmétiques. Bonjour Clémence. Bonjour Docteur Lepelletier. Oui, docteur Lepelletier. Oui, moi, on va surtout discuter allergènes et perturbateurs endocriniens. Ouah, sujet d'actualité. Et vous allez peut-être nous rassurer, peut-être pas, on va voir ça tout à l'heure. Diana Cadouche est là. Bonjour Diana. Bonjour Boris. Vous nous conseillerez sur la pratique du sport quand on se sent rapidement essoufflé. Et oui, vous allez voir que l'essoufflement, il peut partir très vite en fait. Quand on fait du sport, il Quand peut on fait partir et disparaître. Et disparaître pour l'activité physique. Philippe Giral est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Vous allez nous parler des incroyables vertus des myrtilles. C'est pour ça qu'il y en a ici sur ce plateau avec PUMS qui est inscrit ici. Enfin, vous nous direz si ces vertus, elles sont réelles ou imaginaires. Elles sont probablement croyables. Probablement croyables. Ok, on essaiera de comprendre ce que ça veut dire avec vous précisément. Et puis Fabienne Delestre nous dira quels sont les avantages et les inconvénients des plats cuisinés en sachet. C'est une nouvelle tendance. Bonjour Fabienne. Bonjour, effectivement c'est une nouvelle tendance et on va voir si on peut en consommer tous les jours et tout en restant sur une alimentation saine. Je précise que vous êtes diététicienne et doctorante en sciences. Voilà, vous avez compris, on va répondre à des questions très pratiques. Et tout de suite, on va commencer à parler des myrtilles. Alors Philippe, Oui Boris. docteur Giral, Oui. j'ai vu récemment passer un article scientifique qui faisait l'éloge de ce fruit, la myrtille. Et je sais Philippe que vous avez épluché la question. J'ai pas épluché les myrtilles, mais j'aime les myrtilles, donc je me suis renseigné. C'est que la myrtille, c'est un fruit sauvage de nos régions. Il est surtout consommé aux USA et au Canada, on appelle ça les bleuets en fait. C'est un fruit qui n'est pas très sucré, il y a pas mal d'antioxydants à l'intérieur. Et puis en fait, c'est surtout un produit anti-héméralotrope. Ça veut dire quoi? Que ça permet de corriger la mauvaise vision pendant la nuit. Bon, là, vous nous racontez des généralités, antioxydants, des produits chimiques. Ok, ça donne beaucoup Ça de... vous convainc pas? Voilà, moi, j'aimerais Alors, que vous me convainquiez des preuves, des bénéfices un santé petit des peu myrtilles. d'histoire, Boris. Pendant la dernière guerre mondiale, les pilotes de chasse anglais mangeaient de la confiture de myrtille. Et ça semblait améliorer leur vision de nuit, ce qui leur permettait de mieux abattre les Allemands qui allaient bombarder Londres ou de mieux atterrir en France avec la résistance. Ça veut dire que c'est anti-héméralope, c'est-à-dire que ça améliore la vision de nuit. C'est une des propriétés des myrtilles. Mais elles contiennent... Alors, on va revenir sur leur composition chimique. Vous nous avez un peu convaincu avec de l'histoire. Vous Moi, je suis convaincue. convaincu, Fabien? Là, C'est bon. Vous nous direz si la Myrtille, myrtille, c'est bien pour la peau. Mais pour l'instant, on revient sur la vision, Oui. sur la mémoire. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces myrtilles? Peu de sucre, 6 à 10 grammes en fait, et puis il y a des tanins, il y a des vitamines. 6 à 10 grammes pour combien? Pour une 100 myrtille, grammes. parce que ça fait beaucoup. Pour 100 grammes. Pour 100 grammes de 100 myrtilles. Contre combien de sucre dans les fruits? Bon, c'est un petit peu plus généralement, Oui, c'est ça- 15-20 grammes. Hein. Voilà, C'est pas un tout à fruit fait. très très sucré. D'accord, donc il n'y a pas 6 grammes. Non, On 6 s'entend grammes bien, pour les 100 grammes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle contient par le sucre? Ah bah, il y a petite des quantité de tanins, il y a des oligo-éléments, il y a des antioxydants, il y a des vitamines, il y a des fibres aussi. Et surtout, dans les antioxydants, il y a des anthocyanines. Anthocyanines, c'est ça qui donne cette couleur bleu-violet. Bon, c'est en un fait. produit chimique qui fait que c'est violet. Non, c'est un antioxydant majeur qui a beaucoup de propriétés. Alors par contre, il faut bien différencier la petite myrtille française qui, lorsque vous l'écrasez, vous avez la pulpe qui vous tache le bout des Vous doigts voulez essayer? violet. Écraser. Et celle-là, justement, regardez, elle a une chair blanche. Ça, c'est la myrtille, effectivement, de culture intensive. La chair blanche. Exactement. Vous avez vu la chair blanche? Elle est différente. Et en fait, celle-là, elle a moins d'anthocyanines, puisque les anthocyanines, c'est ce qui donne la coloration. Donc celles-là sont moins riches, mais c'est celles qu'on trouve en général dans les magasins. Bon, voilà, vous nous avez fait la chimie. Est-ce qu'il y a des études chez l'homme qui montrent les bienfaits du fruit? Absolument. Il faut savoir qu'il y a la grande étude des infirmières américaines qui a commencé dans les années 80, et c'est 80 000 infirmières qui ont été suivies, et on a beaucoup travaillé sur ce qu'elles mangeaient. On s'est rendu compte que celles qui mangeaient 3 fois par semaine des fruits, soit myrtilles et fraises, eh bien, elles faisaient moins d'infarctus. Enfin, 3 fois par semaine des myrtilles et des fraises. Si on veut
consommer des fruits de saison, c'est un peu difficile. Mais bon, là, on est sur les données scientifiques. Absolument. Après, concrètement, il faut voir si on peut en trouver. Mais Et les médecins américains qui ont complété cette étude, et les 40 000 médecins américains, eh bien là encore, quand on les rassemble, ça faisait 20% de diabète en moins chez ceux qui consommaient 2 fois par semaine des myrtilles. alors, si on n'a pas le myrtille toute l'année, ce qui est le cas, en tout cas chez nous, je ne sais pas si dans... le reste du Non, on monde, en il y a trouve des- partout maintenant. On trouve partout surgelé. Surgelés, par exemple, mais frais aussi, parce que c'est là que je vous montre, elles viennent du Pérou. Alors, imaginons qu'on ne veut pas consommer des fruits qui viennent du Pérou. Est-ce que les extraits de myrtille, des compléments alimentaires de base du myrtille, est-ce que ça existe et est-ce que ça aurait les mêmes effets? Alors ça existe, ça a été étudié chez les rats. C'est une équipe de Boston qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a vu que les vieux rats redevenaient plus jeunes, en ce sens que tous les inconvénients qu'ils avaient au niveau pour se mémoriser les labyrinthes ou se tenir droit On sur met des des plaques rats dans des instables. labyrinthes. Absolument, parce qu'à ce moment-là, on explore leur mémoire. Oh, c'est pas mal ça. Clémence, je sais que vous avez une bonne mémoire. Pas dire pourquoi, mais je sais que vous avez une bonne mémoire, vous êtes brillante. Vous avez été brillante dans vos études. On ne dira pas pourquoi. Mais est-ce que vous avez utilisé cette technique? Non, mais je mange beaucoup de fruits rouges, donc c'est peut-être grâce à ça. Voilà la technique Alors ça, c'est chez les rats. Chez l'humain, est-ce qu'on peut Alors, faire il y la a même eu chose? plein d'études qui ont été faites où on a donné des extraits de myrtille. Et en fait, il y a une méta-analyse récente qui est parue pendant cet été. là. Méta-analyse, ça veut dire on regroupe Voilà, toutes les études de- sérieuses, de bonne qualité, exactement. pour avoir un résultat global. Voilà, avec un groupe contrôle. Et on s'aperçoit qu'il y a une petite tendance quand même et qu'il y a une amélioration de la mémoire. Alors le gros problème dans toutes ces études, à partir du moment où on prend des produits naturels, les doses sont variables, on ne sait pas quelle est la concentration exacte dans la moitié des études, ce qui fait qu'il est très difficile de donner des bonnes recommandations précises. Bah oui, mais alors justement, très concrètement, parce qu'on a dit qu'on changeait la vie quotidienne de nos téléspectateurs, est-ce que vous recommandez plutôt les extraits de myrtille, c'est plus simple à acheter, ou des myrtilles, mais quand on peut en trouver? Moi, je suis nutritionniste et je recommande toujours les produits de base. Les extraits, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas comment les extraire. Donc je dis, si vous pouvez, mangez des myrtilles, des fraises et des fruits rouges quand il y en a, de saison, et on arrive à en faire pendant toute l'année. Et je pense que c'est bon pour la santé. Fabienne, je rappelle que vous êtes diététicienne. Vous voyez proposer à vos patients de consommer des myrtilles 3 fois par semaine? Très concrètement, hein? Oui, après, ça sera vraiment une question de goût, savoir s'ils aiment ou pas les myrtilles. Mais si on peut s'en sortir avec les fraises, pourquoi pas? Et les myrtilles surgelées et les fraises surgelées, qu'est-ce que vous en pensez? Les myrtilles surgelées, pourquoi pas? Les fraises surgelées, on perd un petit peu quand même en saveur. Ce serait quand même un des Moi, inconvénients. j'apprécie pas, hein, Diana. Alors, je pense que Les myrtilles, par contre, en surgelé, restent c'est quand même très savoureuses. Mais effectivement, les Ah, mais fraises, ça, peut ça être- tâche les mains, les myrtilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se tâcher les mains, Clémence? J'ai pas de produit miracle, je suis Vous n'avez pas de désolée. produit miracle? non, simplement aussi, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop les faire chauffer, parce que c'est vrai que les antioxydants ne résistent pas tous à la chaleur. Ça dépend un petit peu, parce qu'il y en a des vingtaines. Hein. Mais voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Bon, merci Philippe. On va parler maintenant sport avec vous, Diana, docteur Cadouche. Vous êtes nutritionniste et médecin du sport. Quand on écoute nos patients à qui on conseille de faire de l'activité physique ou du sport, dans nos activités médicales, souvent, une réaction, c'est je ne peux pas faire de sport parce que je suis vite essoufflé. Donc, ils sont démotivés. Alors, est-ce que l'essoufflement, quand on se met à faire de l'activité physique, est-ce que ça témoigne de quelque chose de grave? Et est-ce qu'il faut arrêter d'en faire? Est-ce que c'est justifié d'être essoufflé quand on fait du sport? Alors, déjà par prudence, et le premier message, il est un peu évident, c'est finalement, si vous êtes essoufflé et que cela vous gêne, première chose, vous en parlez à votre médecin, c'est évident. Vous allez vérifier avec lui si ce symptôme, déjà, il est important, et si finalement, peut-être qu'il cache une maladie sous-jacente, ça peut être respiratoire, un asthme, un tabagisme chronique, ou une maladie cardiovasculaire, si vous avez une fragilité cardiaque. Auquel cas, votre médecin va donc enclencher des examens complémentaires, que ce soit respiratoire ou un test d'effort cardiaque, par exemple. Bon, vous nous faites un peu peur à vous écouter quand on est essoufflé. Moi, je sais pas, mais quand je monte sur un vélo ou un tapis de course, je suis rapidement essoufflé. Exactement. Je me suis jamais posé la question d'aller Voir le médecin. m'inquiéter pour ce cas-là. À vous écouter, il faudrait arrêter le sport et craindre une maladie cardiaque ou des Non, non, poumons non. quand on est essoufflé. Alors, je vous rassure à tous, hein, tout le monde qui est essoufflé, peut-être, en activité physique, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un déconditionnement du cœur. Je m'explique. Je donne souvent cette image à mes patients, c'est-à-dire que le cœur, c'est un muscle. Il apprend rapidement,
et malheureusement, il désapprend aussi rapidement. Donc, l'idée, c'est que si ça fait bien longtemps que vous n'êtes pas mis à l'activité physique, ça y est, vous êtes motivé, je ne sais pas pour quelle raison, tant mieux pour vous, vous vous y remettez. Et bien, c'est un petit peu comme l'ordinateur qui est au fond de votre pièce, que vous n'avez pas ouvert depuis 10 ans, aucune mise à jour, et là, vous avez décidé d'aller sur Internet tout de suite. Ça va être un peu compliqué. Ça me parle. Ça me parle, Philippe. Clément, je ne sais pas si vous êtes sportive, mais l'informatique, ça vous parle aussi? Voilà. Ça vient? Un petit peu ramé, quoi. Le sport, c'est un peu moins parlant pour vous. Bon, effectivement, ça va mal se passer Exactement. si on fait dans ces conditions. Oui. Alors, justement, finalement, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut reprendre les choses progressivement, du coup, avec les mises à jour, et donc réapprendre le cœur donc à faire de l'activité physique. Attention, l'activité physique, ça ne se fait pas n'importe comment, Mais c'est le message clé. Quand on a un surpoids, Oui. je reviens là-dessus, bon, c'est normal d'être essoufflé. Alors justement, très souvent, nos patients disent « je ne peux pas, c'est à cause de mon poids. Mon poids, ça me rend essoufflé. » Eh bien non, désolé, encore une fois, c'est le déconditionnement. Le poids n'a probablement rien à voir là-dedans. D'ailleurs, on propose souvent aux patients de faire de l'activité physique qu'on appelle adaptée, APA, si vous entendez cet acronyme, activité physique adaptée. On considère aujourd'hui que c'est une réelle prescription pour les médecins. C'est un vrai traitement. C'est un vrai traitement, il y a des doses, d'accord ? C'est-à-dire que, il faut le faire tant de fois par semaine, fréquence, intensité, type d'activité physique. Et c'est là où je vais un petit peu avec ça. C'est finalement, si c'est comme un traitement, comme un comprimé, si vous oubliez votre comprimé, vous n'allez pas prendre double fois la dose le lendemain, on est bien d'accord ? C'est pareil pour l'activité physique. S'il y a des effets bénéfiques qui ont été bien montrés scientifiquement pour la santé, et si c'est mal fait, des effets secondaires. Quand vous faites du sport les uns et les autres, vous êtes déjà blessé ou pas? Je pose cette question parce que quand on pose la question à nos patients, très souvent, ceux qui ont voulu se mettre au sport avec toute la bonne volonté du monde, parce que c'est le mois de septembre ou le mois de janvier ou bien le mois d'avril pour préparer l'été, beaucoup se font mal. Petit tour de table autour de soignants. Moi, j'essayais de faire du rameur et là, j'étais pas chaud et je peux dire que j'ai trinqué avec le dos. J'allais le dire finalement, c'est pas les classique, patients, ouais. pas que les Oui, patients. je me suis déjà fait Et justement, c'est important de montrer que les soignants ont les mêmes difficultés. Les entorses à la cheville un jour. Entorse à la cheville, et vous, Fabienne? Non, pas d'entorse, mais c'est vrai qu'on a des courbatures très rapidement et ça peut être aussi un frein en se disant je ne peux pas refaire demain, j'ai trop mal, ça peut être ça aussi. Donc, activité physique adaptée. Et quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps, il faut se faire aider. Alors, en particulier, si on est essoufflé, est-ce qu'il y a un sport à privilégier? Alors déjà, pour les soignants, mais aussi pour les gens qui nous regardent, il est important de savoir que c'est bien maintenant cadré. Il y a un guide qui est sorti par l'HAS, qui date de juillet 2019. Donc on est bien rentré dans la prescription médicale. Ce guide, l'idée, c'est qu'il fait la promotion et en même temps, il aide à voir les recommandations de l'activité physique, surtout en fonction des problèmes de santé. Donc ça va pouvoir aider votre médecin à vous encadrer pour reprendre l'activité physique. On avait déjà parlé de ce sujet, des recommandations d'activité physique adaptée. Je vous recommande de regarder l'émission de PUMS qui est dédiée à cela. Alors justement, il y a, pour rappel, les recommandations de l'activité physique, c'est 150 minutes d'activité à intensité modérée. 2h30, si je fais le Voilà. petit calcul. Regardez l'émission, on explique beaucoup mieux qu'est-ce que c'est finalement l'intensité modérée. Moi, je vais juste vous rappeler quelques règles très simples. La première, c'est vous avez bien compris, je le dis beaucoup, mais on s'y remet progressivement. C'est-à-dire qu'on est content des 10 à 20 minutes par jour qu'on a réussi à caser dans son quotidien. Bravo, on le fait à intensité modérée, c'est très bien. Et on est content parce qu'on est en train de reconditionner votre cœur. J'insiste un petit peu sur les mots. Et puis, surtout, on reprend une activité physique à domicile. C'est-à-dire, c'est comme le pilulier, le comprimé, il n'est pas chez votre pharmacien, il est chez vous. D'accord ? Il faut le prendre, c'est pas votre Il faut un pharmacien. appareil à la maison, quoi. Exactement, il faut un appareil à la maison. Encore une fois, le vélo elliptique, le vélo semi-allongé, on en avait parlé dans l'ancienne émission. Regardez cette émission, donc elle est parfaite. Alors, on parle pas mal, ça fait plusieurs années, d'activité physique intense et courte. Pour les flemmards, vous passez peu de temps à faire l'activité physique et ça serait extrêmement efficace. On voit cela sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, oui, on a tous envie de ressembler un peu à notre star des réseaux sociaux qui fait du HIIT, de l'intervalle training, du fractionné. On est là, waouh, je vais faire pareil. Eh bien, désolé. Vous êtes abonné à mon compte. Exactement. Alors, c'est quotidien chez vous. Non, mais en l'occurrence, les études le prouvent, désolé. Eh bien, en fait, dans les 3 premiers mois, le reconditionnement cardiovasculaire, eh bien, il est identique que vous fassiez un effort continu à intensité modérée que votre HIIT. Donc rien ne sert de vous faire mal. Et l'autre petit conseil que j'ai,
s'il vous plaît, évitez-moi ce qu'on appelle le week-end warrior pour se sentir un peu mieux de sa semaine où on n'a rien fait. C'est généralement là où on a le plus c'est de pas mon blessures. Non, pas du tout, musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment des blessures qui vont survenir, ça ne sert à rien. Encore une fois, il y a 3 mots-clés, progressif, modéré et assiduité. PMA. Mais c'est pas du tout le C'est sujet. pas dit. Un autre sujet. Merci beaucoup, Diana. Alors, dernière question en tête à tête. Et encore une fois, j'aime bien que les soignants disent la vérité. Philippe, Clémence, Fabienne et Diana. C'est dur de dire 4 prénoms à la suite. Est-ce que vous faites du sport? Oui, oui. Ah bah oui. Donc, est-ce que vous vous lavez? Au moins après le sport. Au moins, non. après, Ah, Bon, si c'est la transition, on fait ce qu'on peut pour parler d'un autre sujet qui est celui des cosmétiques. Vous nous en avez amené quelques-uns et pareil, c'est un sujet d'actualité. On voit beaucoup de choses sur Internet et on nous dit parfois que les cosmétiques peuvent être dangereux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par produit cosmétique? Jusqu'où ça va le terme de cosmétique qui d'ailleurs un terme aussi bien masculin que féminin, on peut dire un cosmétique ou une cosmétique. C'est ça, hein? Disons qu'on dit souvent un produit cosmétique et donc on va dire un cosmétique pour aller plus rapidement, mais c'est la cosmétique de façon générale. Alors les produits cosmétiques, effectivement, c'est extrêmement large. En fait, c'est l'ensemble par définition des produits qu'on va utiliser pour la toilette et les soins de beauté. Donc ça va du maquillage au gel douche, au déodorant, au shampoing, au parfum, en passant par des produits qui font vraiment partie de l'arsenal thérapeutique en dermatologie et notamment les crèmes hydratantes et les écrans solaires qui ont une vraie indication médicale. Donc voilà, donc ça reste un terme assez vaste. Alors, ces produits cosmétiques qu'on met sur la peau, dans les cheveux, sur les lèvres, ils font l'objet d'un contrôle avant d'être évidemment. mis sur le marché. Alors, pourquoi on en a peur? On a des contrôles quand même en France. Oui, tout à fait. Alors, il y a des contrôles en France et même des contrôles au niveau européen, en fait, où pour tous les produits qui sont vendus, on va dire, non pas sur des sites un peu pirates, mais dans des magasins qui ont pignon sur rue, normalement, ça doit être conforme, les produits utilisés doivent être conformes à la réglementation européenne qui vérifie. Alors, les produits. pourquoi, si on est conforme à la recommandation européenne, on doit craindre ces cosmétiques? Alors, disons que craindre, en tout cas, il faut bien avoir en tête que tous les produits cosmétiques peuvent être allergisants. En fait, le principal... Allergisants, c'est-à-dire provoquer des allergies. Provoquer Des des boutons. allergies de contact, des boutons qui grattent, qui peuvent brûler. Et par contre, si on ingère ensuite ces substances par voie orale, ce qu'on peut retrouver, on peut avoir une allergie généralisée. Si jamais Ouais. avaler du shampoing. Enfin, Non, mais il y a des gens encore, ça peut arriver, qui avalent mais- des huiles essentielles, par exemple. Donc Ah, ça peut c'est- être quelque chose de l'huile de Niger. Ah, vous êtes assez huiles essentielles, Philippe. Et comment? Vous avez avalé les huiles essentielles de myrtille? Non, il y en a qui Non, se- je suis pas, sincèrement, non. Il y en a Pas- il y en a qui s'ingèrent aussi, ça peut être plus embêtant. Et puis voilà, ça peut de toute façon, ça peut être désagréable. Et en fait, cette allergie de contact, eh bien, c'est lié à 2 composants principaux qu'on retrouve dans la plupart des cosmétiques, que ce soit du gel douche ou de l'écran solaire, qui sont les conservateurs, qui sont quasiment obligatoires, et puis les parfums. Alors, pour les conservateurs, le principal, c'est le méthylisothiazolinone. Voilà. Bon, ça, on peut voir sur la composition. Voilà, hein, on peut c'est voir pas- sur la composition, beaucoup plus finalement que les parabènes, alors que les Si vous n'avez parabènes, pas ça a entendu, longtemps... vous allez vous remettez votre player un peu en que arrière j'ai et pas vous diminué la écoutez, diminuez la vitesse Diminuez et la vous vitesse. retrouverez le nom de ce composant. Voilà. Mais donc, Le par deuxième, exemple, c'est quoi? Ouais, c'est non, mais disons que c'est beaucoup plus allergisant, le méthylisothiazolinone, encore une fois, que les parabènes, alors que les parabènes, On il y a entend marqué parler que de beaucoup, ça. c'est sans parabènes, c'est sans parabènes. En fait, ça représente assez peu d'allergies de contact. Et l'autre, vraiment le produit phare dans les allergies de contact, c'est vraiment les parfums. Et en particulier le limonène, et la lanoline. Le limonène, c'est ce qui donne une bonne odeur d'orange ou de citron, voilà, par exemple dans ce Ah, dans je ce gel sais que vous douche, êtes il y a du douché au limonène. limonène ce matin, Fabienne. Et voilà, et ça, voilà, pas ça peut, celui-ci. chez certaines personnes, évidemment pas chez tout le monde, sinon ce serait pas en vente libre, ça peut déclencher des allergies de contact, Bon. il faut juste le savoir. Alors, on le sait, vous nous avez amené un produit bio. Est-ce que les produits bio sont exempts de ce type de produits? Les 3, je ne vais pas les Alors, énumérer. Alors, effectivement, donc ça, c'est très à la mode actuellement et on a beaucoup de patients qui pensent qu'en utilisant des produits bio ou naturels, parce que c'est l'autre tendance, eh bien, ils vont diminuer ce risque d'allergie. Mais pas du tout, en fait, parce qu'on peut tout à fait être allergique à des choses naturelles. Il y a des gens, on parlait des fraises tout à l'heure, il y a des gens qui sont allergiques aux fraises et pourtant, c'est on ne peut plus naturel. Donc, le fait de se dire, c'est naturel, il y a beaucoup moins de risques, pas du tout. Et même...
j'ajouterais que le problème avec les produits bio, c'est que justement pour éviter certains conservateurs qu'on utilise dans d'autres gammes, ils vont utiliser beaucoup d'éthanol. Or, le problème de l'éthanol... L'éthanol, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool, exactement. Donc, vous pouvez voir sur vos produits, il y a marqué alcool dans la composition. C'est pour ça qu'il y en a qui le boivent. Alors ça, je n'ai pas encore bu mon shampoing, je vous rassure, mais, ou mon gel douche. Mais effectivement, en fait, il peut y avoir de l'éthanol, en particulier dans les produits bio. Et ça, c'est un problème parce que ça peut assécher la peau. Donc, chez certaines personnes, ça peut être vraiment responsable de dermite irritative. Et puis, ça favorise, en fait, le passage des molécules à travers la peau, ce qui peut... Donc, des produits toxiques potentiellement qui entrent dans l'organisme. Potentiellement, après... Voilà. Donc, bon, ça crée une passoire, quoi. Voilà, ça crée une passoire. Et l'autre élément qui est quand même très important, c'est que, attention, dans les produits bio, il y a très souvent des huiles essentielles, pareil pour les produits naturels. Et ça, les produits naturels, il faut quand même avoir en tête que non seulement c'est relativement allergisant, mais en plus de ça, il faut quand même... les huiles essentielles, pas les produits naturels. Les huiles essentielles, pardon, excusez-moi. Les huiles essentielles qui sont souvent utilisées dans les produits naturels, eh bien, la plupart sont contre-indiquées pendant la grossesse. Et par exemple, les huiles de menthe sont contre-indiquées pendant la grossesse. Donc, par exemple, ce produit bio aux feuilles de menthe, il faudrait théoriquement le contre-indiquer aux femmes enceintes. Et ça, il n'y a pas mention de cela sur Antus. Donc, il faut simplement le savoir, sans rentrer dans la psychose, mais chez certaines personnes... Alors, on a parlé beaucoup de ces produits allergisants. On a parlé aussi de l'atteinte au niveau de la peau. Est-ce qu'il y a des risques de cancer? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement établi aujourd'hui dès qu'on utilise régulièrement un gel douche avec ces produits ou d'autres? Alors ça, bon, je vous rassure, il n'y a pour le moment en tout cas pas d'études qui montrent de signaux d'alarme vraiment clairs et solides. Je pense que vous faites référence surtout aux perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler, qu'est-ce que c'est? C'est des petites molécules qui vont agir de façon nocive sur le fonctionnement, l'action des hormones qu'on produit nous-mêmes. Et ça, on le sait maintenant, il y en a un peu partout, on dit de façon ubiquitaire. Et donc ça, on en a dans l'alimentation, dans les vêtements, dans les emballages plastiques. Et donc, c'est aussi bien les plastiques, comme le bisphénol A, dont on a entendu pas mal parler. C'est aussi les pesticides, etc. En fait, vous nous faites toute l'actualité, là. Voilà, non, mais disons que c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. C'est que c'est présent de façon ubiquitaire. Les risques, c'est quoi? Et notamment. Alors, ça a été montré dans certaines études, à certaines doses, il y a vraiment une dose seuil, à dose élevée, ces perturbateurs endocriniens, on sait maintenant que ça peut entraîner des dysfonctions de la thyroïde, par exemple. Ça peut entraîner aussi des dysfonctions ovariennes avec le fameux syndrome des ovaires polykystiques. Et il y a même une des premières causes d'infertilité en France. Donc et voilà, tout à fait. Et il y a même effectivement des cancers hormonodépendants qui ont été décrits. Mais alors là, vous nous parlez de doses importantes. C'est les perturbateurs endocriniens qu'on les injecte, j'imagine, à des souris, à des rats. Mais quand on se douche après le sport, non, je vous rassure, ou quand on se lave, après avoir mangé des myrtilles. Continuez à vous laver les mains, continuez à vous doucher après le sport. La réglementation en Europe, c'est que dans chaque produit, on doit avoir une dose de perturbateur endocrinien inférieure à 1/100 de la dose minimale qui donne un effet chez l'animal. Donc vous voyez qu'on est vraiment à des effets, à des doses minimes. Mais bon, il faut quand même garder en tête que ces doses, même si elles sont minimes, je vous l'ai dit, les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement. Et donc, il ne faut pas multiplier les sources. Alors, très concrètement, on a compris qu'il ne faut pas arrêter les cosmétiques. Il y a quelques précautions d'emploi, donnez-les-nous. Alors oui, déjà, c'est important ce que vous dites, il ne faut pas arrêter complètement les cosmétiques, en particulier quand il y a des indications médicales. Les crèmes hydratantes chez les patients atteints de dermatite atopique, c'est extrêmement important, ça fait partie du traitement de fond, donc surtout n'arrêtez pas si c'est votre cas. Et puis pour la protection solaire, il est évident que ça participe quand même énormément à la photoprotection. Il y a d'autres moyens que se tartiner de crème toute la journée? Exactement. En fait, le premier des conseils qu'on peut donner, en fait, c'est d'éviter de multiplier complètement tous nos cosmétiques. On n'a peut-être pas besoin d'avoir 10 crèmes de jour différentes, d'avoir 12 shampoings différents. Voilà, en fait, finalement, c'est du bon sens. Et d'utiliser aussi des méthodes non cosmétiques, par exemple dans la protection solaire. Finalement, le plus important, c'est la protection vestimentaire. Ne pas aller faire la crêpe entre midi et 16h au bord de la mer, mais attendre que le soleil soit plus bas sur l'horizon, etc. Donc, finalement, on peut limiter, c'est aussi une modification de notre mode de vie que de limiter nos cosmétiques. Merci beaucoup Clémence. Alors, entre deux expositions solaires, qu'est-ce qu'on fait? On mange des myrtilles. On mange des myrtilles et on va aussi manger, mais on n'a pas beaucoup de temps.
Oui. pour manger. Eh ben. Donc, on va essayer de trouver des solutions pratiques. Et depuis quelques années, on a vu se développer des plats cuisinés en sachet. Alors, il n'y a pas besoin de les mettre au frais. Ça se garde dans un tiroir, dans un placard. Et ces produits, ils sont également, vous allez nous montrer, souvent tendance, sans gluten, sans viande. Et il y a une large gamme bio. Alors, est-ce que ces produits, Fabienne, ils permettent de manger équilibré? Alors, il faut déjà repérer dans ces produits, on peut dire 3 gammes. On va avoir une gamme où on aura des féculents avec de la viande ou du poisson. Une autre gamme, on a uniquement des féculents qui seront présents dans ces sachets. Et une dernière gamme où on aura des féculents avec du soja. Voilà, c'est vraiment les 3 gammes qu'on va retrouver. Et le repère, c'est qu'on s'aperçoit que ces sachets à eux seuls ne permettent pas d'avoir un repas équilibré. Donc, vous nous conseillez de compléter ces sachets, en tout cas ce qu'il y a dedans, on ne va pas manger le sachet, Non, évitez. avec d'autres aliments. Voilà, donc soit ça sera pour vraiment Des équilibrer myrtilles, Pourquoi pas? des myrtilles, pourquoi des pas. compléments hein. alimentaires. Surtout pas. Surtout pas. Donc l'idée, ça sera quand même de compléter ces plats pour avoir un repas équilibré. Alors pourquoi pas le compléter sur la journée? Là, pour l'instant, on pourra parler, voilà, je veux compléter mon repas du midi, même si je veux manger sur le pouce, enfin, en tout cas rapidement. Donc on voit déjà que dans ces plats, lorsqu'il y a un féculent seul, même quand il y a, enfin en tout cas pour toutes les gammes, le problème... Alors, le problème, c'est que la présence de légumes est quand même rare, voire... Je vois 3 il y en a petits pas pois du tout. ici. Voilà, 3 petits pois, on a quand même très peu de Ah, un légumes. petit morceau de courgette. Voilà. Mais si vous êtes sur voilà, celle-ci, où on a des lentilles, oignons, carottes, on a quand même beaucoup plus de lentilles que Donc, d'oignons et de il carottes. faut des légumes. Donc, en plus. le premier conseil, ça sera de les compléter avec des légumes. Alors, si on est toujours dans l'idée de manger sur le pouce, ce sera une crudité, une salade, voire un petit bol de potage, par exemple, pour compléter la part de légumes qui manquera dans ces sachets. L'autre conseil pour les compléter, je reviens sur mes lentilles, il n'y a pas de protéines de bonne qualité, en tout cas qui vont couvrir l'ensemble des acides aminés Protéines, c'est essentiels. viande, poisson, œufs. Œufs. Et puis si on Et veut quand rester... on est vegan ou végétarien, on sera plutôt sur le soja. et il n'y a pas de soja dans ces produits? Alors, on retrouve, je vous ai dit tout à l'heure, une gamme avec du soja. Mais les quantités ne sont pas suffisantes pour vous. Alors, pour cela, ça ira. Mais si on est sur les lentilles, par exemple, seules, eh bien là, vous n'aurez pas l'ensemble des acides aminés essentiels. Combien de grammes de protéines on aimerait avoir dans un sachet comme celui-là pour être Alors, là, sans mon recommandation? pour être dans les recommandations, on va dire que le grammage de protéines doit être entre 5 et 10 grammes. 10%. Pour 100 grammes. Pour 100 grammes. 5 Ouais, à 10 grammes là, pour 100 on grammes. sera Et plutôt ces bien. sachets font en Les général sachets font 250 grammes. D'accord, donc là vous Donc, avez l'équivalent, même si c'est d'origine végétale et peut-être moins Bon. qualitatif qu'animal, mais enfin ça On reste des arrive à protéines. une portion de viande. Et tout donc à fait si on n'a pas cette portion de protéines, on va compléter. il faudra compléter. Donc soit pendant le repas, soit le soir, pourquoi pas, mais il faudra compléter. Alors le moyen de le compléter, soit, comme vous l'avez dit, on peut rajouter de la viande, du poisson, des œufs. On peut également mettre un laitage, donc plutôt tourner vers les fromages frais ou le fromage qui sera plus riche en protéines. Si on veut vraiment rester sur le côté végétarien, eh bien, soit on rajoute du soja, ou si on est sur nos lentilles, on peut aussi faire cette association céréales légumineuses, donc lentilles, vous rajoutez du riz et vous aurez l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc ça peut être quelque chose d'assez facile. Donc on a bien compris tous ces principes. Alors maintenant, très concrètement, revenons sur les conseils pratiques à donner pour celles et ceux qui veulent choisir régulièrement ce genre de plat cuisiné en sachet. Plat cuisiné en sachet. Donc pour les choisir. Il n'y a pas un autre terme un peu plus sympathique? En sachet, En sachet, moi, c'est comme ça qu'on dit? on dit ça, de toute façon c'est clair, c'est en sachet. C'est en en sachet. barquette. Alors maintenant si on s'intéresse un petit On peu peut en ouvrir plus... un? Vous le mangerez tout à l'heure? Oui. Bon, on va quand même ouvrir pour voir si vous le mangerez tout à l'heure. Donc bien regarder... Ah, je pensais que c'était sec, mais en fait, C'est- pas du tout. c'est pas sec en tout cas.
Voilà. Poisson. Là, c'est froid. C'est et pour votre une repas. fois, Vous allez compléter avec des légumes, des yaourts, des tout ce que vous yaourts voulez. et des myrtilles. Non, un mais petit peu de on plaisante, mais réchauffer. Réchauffer, ça n'a pas du ça a tout pas le cette même allure. aspect. Oui, tout à fait. Donc, si maintenant on veut s'intéresser un petit peu plus à la valeur nutritionnelle justement de ces produits, il va déjà, vous parliez des protéines tout à l'heure, au-delà de la quantité, vérifiez toujours que le pourcentage de protéines soit supérieur ou en tout cas au minimum équivalent au pourcentage de matière grasse. Quand vous achetez ces produits-là, vous n'achetez pas du gras, vous achetez des protéines avant tout. Donc c'est un chiffre. Si vous voulez mettre un peu de graisse pour donner d'autres goûts, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Hein. Oui, voilà, on peut tout à fait. Donc en tout cas, la plupart des produits présents ici ont un taux de protéines tout à fait raisonnable. C'est assez logique puisqu'on retrouve dans les légumes secs, dans les céréales, dans le soja, des sources de protéines qui sont très intéressantes. Donc il est logique que ces plats soient riches en protéines. L'autre point, ce sont justement l'apport en matière grasse, que ces produits ne soient pas très gras. Vous l'avez sorti, ça ne baigne pas dans la sauce non plus, on voit bien, ça paraît pas... C'est assez compact, donc on peut supposer que ce n'est pas très gras. Et pourtant, il faut se méfier. La recommandation est d'un produit, il faut donc moins de 5% de matière grasse ou très proche des 5% de matière grasse. Et j'ai par exemple celui-ci, ce petit sachet, qui est à 9,9% de matière grasse. Donc, on met de côté. Mais ça dépend du type de matière grasse qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais dire. Là, on est sur une bonne matière grasse. Si vous regardez les ingrédients, on est sur l'huile d'olive. Donc, on sera sur un produit qui sera pauvre en acides gras saturés, mais ça va lui conférer un apport en calories quand même un peu plus important. Donc il faudra en tenir compte pour le repas du soir, par exemple, ou éviter de vous prendre une pâtisserie après ce plat préparé. Alors on parle souvent du sel pour ces aliments, qui est utilisé en grande quantité pour rehausser le goût, et puis pour la conservation. Est-ce qu'il y a aussi une recommandation à donner là-dessus? Alors, on est sur des petits sachets qui font 250 grammes. On n'est pas sur des plats préparés qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 grammes. Donc là, on peut se dire que la recommandation serait moins d'1 gramme de sel pour 100 grammes, ce qui est quand même le cas de l'ensemble de ces sachets. Les industriels ont quand même été vigilants sur ce point-là. Donc, je n'en ai pas trouvé à plus d'1 gramme de sel pour 100 grammes. D'autres conseils pour ceux qui veulent aller plus loin et faire très attention? Si on veut aller un petit peu plus loin, effectivement, on peut regarder les ingrédients et surtout la proportion des ingrédients qui sont, je vais prendre celui-ci puisque vous l'avez sorti, qui sont indiqués dans la dénomination. Là, par exemple, on a céréales au saumon, on va s'attendre à voir du saumon. Et finalement, il doit peut-être écraser. Voilà. Peut-être qu'il est écrasé. On va... Il est dans le céréal. Il est dans le céréal. Donc, l'idée, c'est quand même que les ingrédients qui sont marqués en gros, il faudra au moins en avoir une proportion de plus de 10% quand même. Là, on est tout juste à 5%, donc vous risquez d'être déçu en consommant... Donc, vérifiez que vous avez au moins 10% de l'ingrédient phare qui est mis en valeur. Voilà. Alors, est-ce que vous conseillez, est-ce qu'il est possible ou est-ce que vous conseillez de consommer, pour ceux qui en ont besoin, entre 2 expositions au soleil, ou si on l'a tous les jours, ou bien au travail, plus sérieusement, de consommer ces sachets tous les jours au déjeuner, par exemple? Alors, si vous suivez les recommandations, les critères que je vous ai donnés là, on peut très bien en consommer tous les jours. Ces sachets ne sont pas du tout rédhibitoires. D'un point de vue diététique, on peut tout à fait, en tout cas, il n'y a rien qui nous empêchera de dire non, vous ne consommez pas ces produits au quotidien. Donc après, c'est une question de goût. Parce qu'on peut se lasser, c'est ça? Tout à fait. Les consommer au quotidien, même si on a une large gamme. On a une large gamme, mais on revient quand même très souvent sur le même type de céréales. Donc, si ce n'est pas complété, si ce n'est pas varié, effectivement, au bout d'un moment, on peut se lasser. Et le prix? Au niveau du prix, ça reste quand même assez raisonnable. Mais par rapport à un produit maison, je vois le sachet de lentilles, par exemple. Pour le même prix que ce sachet, vous pouvez avoir des lentilles sèches et vous en aurez 250. Un tout petit peu, même si on sait qu'on peut cuisiner rapidement, ça fait un peu plus de temps que prendre son sachet, l'ouvrir, le mettre au micro-ondes et manger. Même si les lentilles, c'est quand même relativement rapide. Diana, ça vous inspire quoi là? Non, mais je vais je vous vois non, mais c'est vrai que quand on a très peu de temps,
c'est vrai que c'est quand même utile au moins de consommer justement céréales, légumineux facilement, désolé, dans une Clémence. journée. Oui, c'est mieux qu'un sandwich quand même. Exactement. J'en ai, Et- C'est j'en la ai dans question mon que je voulais vestiaire. poser. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux, bon Ah cru oui. dit téton ou ça? Alors ça sera quand même mieux si vous le complétez bien. Moi, Tout à j'aime bien fait. cru Il y a une dit téton. déception, je sens. Bon, on va continuer à parler entre nous de ce que aiment les uns et les autres. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Merci Fabienne, merci Diana, merci Clémence, merci Philippe. Tout ça, ce sont des docteurs en médecine ou futurs docteurs en sciences. À très bientôt pour un nouveau numéro de PUMS. À bientôt, au revoir.